Sous le parrainage de son Excellence Madame Samba Panza, le comité Gabon Leadership organise le 15 juin à Arambo et le 16 au Méridien Ringama la deuxième édition de la conférence nationale du leadership féminin sous le thème « Leadership féminin, outils de changement et développement de la société gabonaise ». 2 jours de concertation, de coaching, de talk et de plaidoyer pour partager des idées à fort potentiel. Le rendez-vous des femmes leaders du Gabon et d'Afrique, c'est 8 pays représentés, 24 intervenants, 3 sessions plénières, plus de 300 participants attendus et une cérémonie de gala. Profitez pleinement d'un large réseau actif et performant pour faire avancer la cause féminine au Gabon. Pour plus d'informations et inscriptions, contactez-nous au 06 35 07 99 06 03 38 34 ou sur Facebook et Twitter, conférence du leadership féminin-Gabon. Madame la marraine de la deuxième édition de la conférence nationale du leadership féminin, son Excellence Catherine Samba Panza, présidente de l'Observatoire panafricain du leadership féminin au Palep, ancien chef de la transition en République centrafricaine, mesdames et messieurs les représentants du gouvernement, mesdames et messieurs les représentants des institutions nationales et internationales, mesdames et messieurs les représentants des ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, mesdames et messieurs les responsables des associations et mouvements, mesdames et messieurs, en vos rangs, qualité, tout protocole observé, distingués invités, merci d'être encore des nôtres pour cette deuxième partie de cette journée consacrée au leadership féminin au Gabon. La première partie a été consacrée à 2 talks et dans quelques instants seulement, nous allons aborder 2 autres talks et 2 ateliers de formation. Cette plateforme, volonté manifeste d'un consortium d'associations, n'est que le fruit de plusieurs mois de travail et de dur labeur. Permettez-moi de les citer, ces associations qui ont bien voulu mettre en place cette conférence nationale. Prière d'applaudir très très fort pour l'association Femmes Africaines et Pouvoir AFAP. L'association Jamais sans nous a bien sûr participé pour ériger cette plateforme Gabon Leadership. On va aller un peu plus vite, je vais les citer pêle-mêle. L'association Edzing Entraide, l'association Anto Winners, l'association Mimboine Les Actes, l'association La Main du Cœur, l'association Mimboine Les Actes, je viens de citer, l'IPPRB, International Protocol and Public Relations Board, On dit quoi magazine, le premier magazine de la femme au Gabon, ça s'applaudit. Virtual Crew, une agence web spécialisée dans le digital. Voici ces associations qui ont bien voulu mettre en place cette conférence nationale du leadership féminin. Mais ces associations ont été surtout soutenues par des partenaires à travers des soutiens multiformes. Permettez-moi aussi de les citer. L'Observatoire panafricain du leadership féminin au PALEF, bien représenté aujourd'hui par des personnalités qui ont fait le déplacement du Bénin, du Togo, pour pouvoir honorer ces femmes gabonaises. Et ça s'applaudit très très fort. Le ministère de la décennie de la femme et de l'égalité des chances, le ministère des Transports, de la logistique, la Direction nationale des assurances, la Société d'eau et d'énergie du Gabon, SEEG. Nous avons aussi dans cette liste la compagnie aérienne Askai, la Société des brasseries du Gabon, Sobraga, l'agence Relations publiques et communications novatrices, Carloc, l'imprimerie Dynastie, l'imprimerie KI Service, Promonet, Lamar Event et bien d'autres. Merci à nos partenaires qui nous soutiennent pour cette deuxième édition de la conférence nationale du leadership féminin. Sans plus tarder, chère assistance, nous allons passer au troisième talk de cette journée. Un talk qui parle de santé, femmes et santé, brisons les tabous. Et pour animer ce talk, une journaliste pas des moindres, vedette de la télévision gabonaise. Elle, c'est Laetitia Ngalibika que je vous prie d'accueillir avec des acclamations.
Bonsoir. Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle? Où est-ce qu'elles sont? Est-ce qu'il y a des femmes leaders dans la salle? Où sont-elles? Est-ce qu'il y a des femmes leaders dans la salle? C'est la question que je pose. Elles sont où, les femmes leaders? On applaudit très fort pour elles. Merci. Madame la Présidente, distingués invités, merci d'être là pour la deuxième édition de la Conférence nationale du leadership, et je vais sacrifier à une tradition, celle de rendre hommage à cette personnalité qui est avec nous, qui est Madame Catherine Samba-Panza, qui est accompagnée de grandes dames aussi, qui sont venues de plusieurs pays. Le Bénin, j'entends. Madame Catherine Samba-Panza, nos salutations distinguées. Merci d'être avec nous et surtout de nous apporter tout ce que vous faites en ce moment et ce depuis ce matin. Nous allons donc passer au troisième talk qui concerne la santé des femmes, comment briser les tabous. J'espère qu'au sortir de ce talk, chacune de vous passera le message à la voisine pour lui dire que un pays se construit avec ses filles et ses fils. Et qu'il ne s'agit pas de garder la maladie qui nous ronge pour nous-mêmes. Nous pouvons tendre la main et attendre que quelqu'un nous la tienne. Donc nous allons appeler les intervenants, les panélistes, que je vais vous demander à chaque fois d'applaudir très fort parce que ce sont des personnes ressources. Il s'agit de médecins pour la plupart. Un seul ne sera pas malheureusement là. Mais on va faire avec celles qui sont là parce qu'avec elles, on peut également compter. Donc je vous remercie déjà d'applaudir tous les panélistes qui sont passés avant nous et ceux qui vont arriver après nous pour ce faire et pour ce troisième talk qui tourne autour de la santé des femmes, comment briser les tabous, ou plutôt brisons les tabous. Je vais appeler très respectueusement le docteur Ambunda Ledaga Nathalie, qui est gynécologue obstétricienne. Elle est directrice du programme de prévention et contrôle des cancers. Je vais vous demander de ne pas l'accueillir timidement, mais de l'accueillir avec la manière. Merci docteur, installez-vous. Nous sommes très honorés de vous compter parmi nous. Je vais également appeler le docteur Élise Obam, qui est directrice du CHU d'Ovando. Applaudissements nourris et fournis, s'il vous plaît. C'est un honneur, madame, de vous compter parmi nous. Voilà, juste à côté de moi, très bien. Juste à côté, il y aura madame Jeanne d'Arc Kong Ndes, j'espère bien prononcer le nom, qui est présidente d'ASAFAC, coach conseil en images personnelles et professionnelles, CEO de l'agence de conseil en images, communication et relooking, Phoenix Images. Vous la voyez, elle représente ce qu'elle vend. C'est une femme entrepreneur. Un maximum d'applaudissements pour qui elle est. Nous aurions dû avoir pour ce panel un homme. Malheureusement, il nous a fait faux bond. Mais comme on dit, on garde toujours le meilleur pour la fin. On espère qu'avant la fin de nos discussions, que ce dernier sera là. J'aimerais que l'on ne soit pas comme des téléspectateurs, parce que j'ai quand même été un peu heurtée par la non-participation des femmes. Si vous avez des questions à un moment ou à un autre de la discussion, levez la main où vous vous trouvez. Nous allons faire très vite pour essayer d'évacuer les deux prochains talks et surtout les périodes de formation qui sont indispensables pour les femmes. Mesdames et messieurs, je vous demande encore un maximum d'applaudissements pour ces femmes que je m'en vais rejoindre. Est-ce que ce sont des applaudissements pour les femmes? Mesdames, bonsoir. Comme le thème l'indique, nous parlons de la santé des femmes. C'est important, une nation qui se veut prospère a besoin de toutes ses filles. Et qui mieux que la femme pour porter les causes d'un pays, pour porter les choix que nous faisons aujourd'hui, parce qu'il y a eu les femmes juristes au Gabon, vous vous souvenez, elles ont balayé d'un revers un certain nombre de choses. Il y a eu les femmes juristes en Centrafrique qui ont posé des actes concrets,
Et aujourd'hui, la femme a le droit de citer. Pour toutes ces femmes qui nous ont précédées, comme Madame Rose Francine Rogombe, tapis rouge, qui n'est plus de ce monde, j'aimerais un maximum d'applaudissements. La question, je nous la pose. La santé des femmes. Lorsqu'on dit santé des femmes, qu'est-ce qu'on dit? On se dit, la santé des femmes, c'est une femme qui est en bonne santé, donc qui peut contribuer au développement de son pays. Quand on parle de santé des femmes d'entrée de jeu, et je fais un tour de table rapide, quand on parle de santé de femmes, je commence par vous, puisque vous êtes en minorité à droite, on va faire 2-2. On commence par vous, la santé des femmes, docteur. La santé des femmes, d'abord je voudrais Vous pouvez parler devant le Madame micro. la Présidente. D'accord. Et mes mères ici présentes et sœurs. Merci. Et les remercier pour toutes les informations, tout ce que nous avons appris ce matin. La santé des femmes, c'est un bien-être physique et mental. Bien-être physique et mental. Et ce bien-être physique et mental ne saurait se faire sans éducation, sans autonomisation. L'autonomisation de la femme, on en parle depuis ce matin. Docteur, je me retourne vers vous. Santé des femmes, premier... Merci. Madame la Présidente, Mesdames les membres du gouvernement, distingués invités, c'est un honneur d'être parmi vous ici et pour parler des questions de santé de la femme. Pour résumer, la santé de la femme, moi, je vous dirais tout simplement, c'est lorsque la femme n'est pas malade qu'il faut parler de sa santé. Merci beaucoup. Et on va aller tout droit vers Madame Jeanne d'Arc Condès. J'espère que je prononce bien. Tout à fait. Très bien. Dites-nous, d'entrée de jeu, santé de la femme, qu'est-ce que cela vous inspire? Alors, pour moi, santé de la femme revient à déjà dénoncer les non-dits. D'accord. C'est également parler de tous les mots qui peuvent empêcher à cette femme de s'épanouir professionnellement comme socialement, et également sur le plan familial. Donc, l'épanouissement de la femme sur le plan psychologique et également au niveau de la société, parce que la femme, la bonne santé de la bonne santé de la femme dépend justement la bonne santé d'un pays. Tout à fait, ça s'applaudit, merci beaucoup. Docteur, quels sont les mots aujourd'hui qui minent les femmes en termes de santé? Quels sont ces mots qui sont ciblés, qui sont connus, sur lesquels vous travaillez? Les mots qui minent aujourd'hui la femme, c'est tout ce qui a attrait à l'accouchement, à la grossesse. Aujourd'hui, avec les problèmes de pauperisation, nous avons certaines maladies recrudescentes telles que l'hypertension, le diabète. Ensuite, avec aussi le vieillissement des populations, nous avons tout ce qu'on appelle les cancers féminins. Donc, globalement, ce sont ces mots aujourd'hui qui sont parfois tabous au niveau des populations. Le VIH aussi, ne pas oublier le VIH avec tous les problèmes liés, comme on a pu le signaler, aux discriminations socio-culturelles. Aujourd'hui, la femme n'a pas, pour des raisons de moyens, ne peut pas parfois aller se soigner. Aller se soigner ou faire un dépistage, disons, aller vers les structures. Parce que ces structures sont parfois géographiquement éloignées et elles n'ont pas forcément aussi l'accès à l'information, c'est sur quoi nous devrons aussi axer notre stratégie pour réduire toutes ces pathologies. C'est vrai que le gouvernement gabonais, à l'heure actuelle, se bat énormément pour la santé de la femme et de la jeune mère. On l'a vu avec les nouvelles mesures du chef de l'État récemment dans son discours à la nation, qui a annoncé l'accouchement gratuit, on l'a compris, mais encore l'accouchement gratuit. Aujourd'hui, la lutte contre les cancers féminins, depuis 2014, avec la mise en place, avec la Fondation Sylvia Bongo Odiba pour la famille, le dépistage gratuit des cancers féminins, notamment le cancer du col
et de l'utérus. Nous avons aussi la lutte contre le sida, la prise en charge des femmes atteintes ou pour un dépistage systématique par les centres de santé, les centres de traitement ambulatoire. C'est pour dire que le gouvernement a mis en place beaucoup de structures pour prendre en compte la femme gabonaise dans toutes les pathologies. D'accord, là on était dans les structures, on a également ciblé quelques maladies, mais avant que de continuer votre propos, je m'en veux introduire une dame également qui lutte à sa façon, de manière traditionnelle, à préserver la santé de la femme. C'est la tradition, nous on est très moderne aujourd'hui avec tous ces médecins, mais il y a également la tradition à côté qui fait un travail remarquable, et je vais appeler Maman Benga, qu'elle nous rejoigne sur cette scène. Je vous demande de l'applaudir bien fort. Elle le dira avec ses mots. Elle va le faire. Merci beaucoup. Elle va nous rejoindre pour parler de tout cela. Donc nous avons... Maman, on l'accueille, s'il vous plaît. Elle a pris la bénédiction chez maman en bas. Merci maman Catherine, merci maman Benga de nous avoir rejoints. Donc on a identifié quelques pathologies, nous allons continuer à poser la question. Docteur, vous qui êtes gynécologue obstétricienne, j'y arrive, quelles sont les pathologies que vous rencontrez au quotidien? On va comprendre que c'est lié à l'appareil de la femme, mais encore. C'est l'ignorance de la femme, parce que de plus en plus, il faut considérer que l'ignorance devient une pathologie. D'accord. Parce que ça veut dire, en d'autres termes? Moi, j'ai travaillé dans les hôpitaux. À force de voir les maladies, j'en suis sortie pour aller sensibiliser les femmes. Très bien. Partout dans le Gabon et dans les quartiers. Et devant cette sensibilisation, nous nous retrouvons aujourd'hui à comprendre en fait qu'il y a beaucoup d'ignorance. Et nous devons comprendre qu'en fait, la femme ne commence pas seulement à femme. C'est-à-dire que la fille de 15 ans aujourd'hui sera d'ici la fin de la décennie de la femme de demain, sur laquelle on devra faire notre bilan. Donc, il est question aujourd'hui, à mon humble avis, de ne plus se focaliser sur les maladies, mais de les prévenir. Donc, il est essentiel que nous rentrons désormais dans la partie préventive pour espérer avoir des résultats qui nous grandissent. Parce qu'à force d'attendre sur place les maladies, on ne va jamais s'en sortir. Et le leadership, on ne va pas l'atteindre. On va atteindre, mais seulement au bout d'une année, on sera malade et on ne pourra pas l'exploiter. D'accord, donc l'ignorance comme pathologie, on le retient, mais au-delà de cette ignorance, au-delà de toutes ces choses, toutes ces maladies que l'on a identifiées, qu'est-ce qui peut justifier aujourd'hui que malgré qu'il y ait des campagnes de sensibilisation, malgré le fait que la télévision, même si on l'a incriminé depuis ce matin, continue de relayer l'information, que les femmes n'arrivent toujours pas à briser le tabou? La glace qui dit qu'on ne peut pas raconter sa maladie aux gens, on refuse de se soigner. Qu'est-ce qui explique? Quelles sont les causes? Là, déjà, nous avons mené une étude pour savoir d'emblée quel était le motif de non-adhésion de ces femmes au dépistage déjà par rapport au cancer. D'accord. Et là, il ressort que les femmes n'ont pas le temps. Elles n'ont pas le temps. Temps matériel, pour arriver déjà à l'hôpital et faire un examen clinique pour savoir si effectivement il y a une lésion qui vient avant le cancer ou pas. Et il y a la question de la peur de s'entendre dire qu'on est malade. Et puis il y a l'idée que dans notre système de santé, globalement, nous avons toujours été à l'hôpital, nous personnels de santé, et nous attendions qu'il y ait une maladie pour venir à l'hôpital. Et en face de nous aussi, il faut être malade pour arriver à l'hôpital. Nous n'avions pas cultivé l'idée de venir à l'hôpital, se faire inspecter avant, en fait, comme rechercher une assurance maladie. Est-ce que ça, c'est pas la tradition aussi? C'est pas le poids de la tradition qui nous empêche? Oui, maman Benga, et là, je te permets de prendre ton micro. Est-ce que c'est pas le poids de la tradition? Oui, il marche. Est-ce que c'est pas le poids de la tradition qui, aujourd'hui, empêche ces femmes d'aller vers les centres, les structures agréées, les hôpitaux, pour se faire dépister, par exemple, d'une maladie, ou attendre simplement que la maladie se manifeste pour aller finalement voir un médecin? Est-ce que ce n'est pas le poids de la tradition? Je vous rappelle que nous sommes au Gabon, dans un pays équatorial, entouré de sa médecine gratuite. Gratuite. La forêt est là pour ça et les plantes sont en abondance. Dans nos traditions, nous avons la médecine préventive qui prend une grande place.
dans notre manière de manger. On mange parfois sans huile, on mange parfois sans sel, on mange parfois acide, on mange parfois amer. Hein? Alors vous vous demandez pourquoi. On ne le fait plus. On grille les saucisses, on va au restaurant. Hein? Alors que chez moi, quand vous servez quelqu'un au village avec une sauce avec plein d'huile, il va te dire non, ne me mets pas trop d'huile, je risque d'avoir la tuberculose. Alors, tout ce savoir-faire-là, je comprends bien qu'il y a les centres agréés, mais notre tradition consacre la médecine. Il y a la médecine curative, la médecine initiatique. Maman Benga, et là je vous coupe, est-ce que ce n'est pas ces traditions, justement, le poids de celles-ci qui font que les femmes ont du mal à se rendre dans les hôpitaux pour rencontrer des médecins qui sont dûment formés pour justement connaître leur état de santé, découvrir si oui ou non elles sont malades? Si je vous retourne la question, je vous dis que dans la tradition, ils ne savent pas ce qu'elles sont. Pourquoi c'est en sens unique? Nous devons travailler ensemble. C'est pour cela qu'on a reconnu la médecine traditionnelle et qu'on l'a versée dans le système de santé publique gabonais. D'accord. Voilà le problème. Donc ne pose pas la question dans un sens. D'accord, je vais la poser dans les deux sens, mais plus tard. On va permettre à madame... C'est Maman Benga, hein. Elle est très traditionnaliste et elle le porte très bien. Elle sait défendre les causes qui sont véritablement bien exprimées par la tradition. Mais revenons quand même à l'essentiel. Qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui que les femmes refusent de connaître leur état de santé, donc de se rendre dans les hôpitaux? On a parlé de l'ignorance. Madame Jeanne d'Arc, quoi d'autre? Alors, moi, à l'ignorance, je rajouterais plutôt... Je ne parlerai peut-être pas d'ignorance, mais plutôt de méconnaissance de certains faits. Alors, je vais aborder là d'emblée le problème du périnée, par exemple, des fuites urinaires. Juste une anecdote. Alors, je rentrais de France et alors il y a ma sœur qui avait accouché et je lui demande si elle a fait une rééducation du périnée après l'accouchement. Elle n'avait jamais entendu parler de ça, donc elle était surprise. En fait, vous avez là la preuve que pour certaines personnes, ce n'est pas seulement l'ignorance qui empêche d'aller vers les structures hospitalières, mais plutôt la méconnaissance d'une information. Voilà. Et à ce sujet, pour continuer dans le sens du problème du périnée, qui est un grave problème ici au Gabon, parce que beaucoup de femmes en souffrent. Elles souffrent en silence, elles n'en parlent pas. Donc le périnée, la fuite, l'incontinence, c'est l'incontinence urinaire. C'est le fait de ne pas pouvoir contrôler ses urines. D'accord. Donc beaucoup de femmes, même sur le plan social, n'ont plus de vie sociale parce qu'elles craignent qu'à l'extérieur, elles ne soient indisposées. Il y a beaucoup qui, malheureusement, stoppent d'emblée toute vie sexuelle, avec toutes les conséquences que ça peut entraîner. Alors moi, à ce sujet, je pense qu'il est important d'en parler, surtout les autorités compétentes, les professionnels du métier, notamment les sages-femmes, faire passer le message, en parler, voilà, pendant l'accouchement, après l'accouchement, ce qu'il faut faire, des exercices à faire, parler déjà, informer, sensibiliser les femmes à ce sujet. Et ça éviterait déjà qu'on se retrouve avec tous ces cas d'incontinence urinaire. D'accord. Est-ce que vous pensez là, et je me retourne vers vous, docteur Ambouna Ledaga Nathalie, est-ce que vous pensez qu'à votre niveau, vous, les médecins, donc les spécialistes, vous ne jouez pas un rôle de sensibilisation, vous êtes juste là pour la guérison de ces maladies que vous identifiez par la suite? En fait, ici, le problème est global. La personne vit, elle sort d'une famille. Avant, lorsqu'on accouchait, on était dans la famille après. Et il y a ce qu'on appelle couramment l'eau chaude. Ce sont des bains chauds avec des bains de vapeur. Ah, voilà. En fait, c'est comme du sauna. Et ça aidait, avec des massages au niveau du ventre à l'aide de serviettes, ça aidait en fait à muscler le ventre et du coup, ça renforçait le périnée. C'est ce qu'on a eu l'habitude de faire traditionnellement. C'est une forme de kinésithérapie, c'est une rééducation. Et là, dans notre alimentation aussi, nous aidait, comme le disait tantôt Madame Benga, parce que finalement, la tradition, ce n'est pas forcément aller ingérer un médicament. C'est un mode de vie, c'est un comportement alimentaire.
Or, aujourd'hui, le comportement alimentaire n'y est plus, le comportement social n'y est plus. Pourquoi? Nous perdons les repères. Pourquoi? La fille accouche jeune, elle accouche seule, elle tombe directement dans un choix. Parce qu'elle se retrouve enceinte avant d'avoir déjà connu son corps à elle. D'accord. Le territoire dans lequel elle vit, qui est donc son corps, elle ne le connaît pas. Elle ne sait pas ce qui se passe après un rapport sexuel. Du coup, on est surprise d'être enceinte. Après, on est surprise 9 mois après d'être en travail. Alors que théoriquement, une femme qui est enceinte devrait attendre un bébé dans 9 mois. C'est à 9 mois qu'on se demande où elle allait être, qui va payer la chambre. Donc, vous voyez un peu le niveau d'éducation auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, qui nous fait comprendre que le problème n'est plus dans l'accouchement ou la grossesse, il faut repartir en arrière. D'accord, mais Dans puisque nous l'avons l'adolescence. identifié, que faut-il faire? On va y Il faut- arriver. Voilà, il faut repartir en arrière dans l'adolescence pour avoir une solution durable. En d'autres termes. Voilà. En d'autres termes. Reprendre l'adolescente, l'éduquer depuis Voilà, l'école, on même parle encore depuis le d'éducation. CM2. D'accord, Voilà, on revient à l'éducation. Je me retourne vers vous pour demander, aujourd'hui les statistiques dans le monde montrent que le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein, le VIH-Sida sont encore des causes de mortalité chez la femme. Au niveau du Gabon, par exemple, on ne va pas parler de la sous-région, mais du Gabon, quelle est parmi ces maladies-là, justement, celle qui occupe la première place et pourquoi est-elle justement au niveau de la première place? Le micro. Au niveau du Gabon, il y a deux prédominances des cancers féminins. C'est le cancer du col, qui atteint 20 femmes sur 100 000 femmes gabonaises. 20 femmes sur 100 000. Femmes gabonaises. D'accord. Au niveau du cancer du sein, on a 16 femmes sur 100 000. Sur 500 dépistages faits par an, 400 femmes décèdent d'un cancer au Gabon, dont la première cause est le cancer du col et vient en second le cancer du sein. Aujourd'hui, bon, avec les campagnes de dépistage, les dépistages précoces qui ont été lancés depuis 2014, grâce à l'action jumelée du ministère de la Santé et de la Fondation Sylvia Bongo Ondiba pour la famille, ces chiffres sont quand même en net recul parce qu'un dépistage précoce chez la femme garantit une guérison. C'est ce qu'il faut faire comprendre aux femmes. Les femmes, on le voit de plus en plus, adhèrent de plus en plus massif vraiment à ces campagnes. Si au début il y avait une réticence, mais de plus en plus on a une adhésion et régulièrement les femmes viennent se faire dépister. C'est vrai qu'au Gabon on aime souvent les effets de masse, mais ces centres de dépistage existent en permanence toute l'année. Mais c'est dès qu'on entend Octobre Rose que ces centres vont être envahis, alors que les femmes ont la possibilité de connaître leur statut bien avant les campagnes de masse. Et ces campagnes-là concernent-elles que les femmes de Libreville ou elles concernent également les femmes de l'arrière-pays? Elles concernent aussi bien parce que ce programme... On n'attend pas octobre pour toucher aux femmes de l'arrière-pays. Non. Disons, elles ont été lancées dans tout l'arrière-pays, dans les 9 provinces. Dans les 9 provinces, aujourd'hui, dans un centre médical où il y a une sage-femme, vous pouvez partir, demander à faire un dépistage et ça se fait gratuitement. Mais qu'est-ce qui fait que les femmes, justement, refusent d'aller se faire dépister? Parce que, d'après un médecin, les femmes qui arrivent à l'Institut de cancérologie de Libreville se plaignent déjà d'une douleur. Elles ne vont pas systématiquement se faire dépister, même quand elles vont bien. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? En plus de l'ignorance qu'on a déjà citée, mais encore. Il faut dire que chez la femme africaine, l'intimité, c'est quelque chose un peu de tabou. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à un degré où on ne peut plus supporter. C'est là, en général, où on vient à l'hôpital. Est-ce que vous pensez que le tabou doit encore exister en 2018? Oui, non? Oui ou pas? Non, il ne doit plus exister. D'accord. Donc on continue. On continue pour poser la question, comment briser les tabous? Parce qu'on va aller aux pratiques. Tous les chiffres, tout ce que dit la médecine, c'est bien, mais comment briser les tabous? Doit-on revenir à l'éducation de la jeune fille? Doit-on revenir aux fondamentaux? Maman Benga, je pose la question.
Je déplorais la première partie, quand on avait nos confréries féminines, il n'y avait pas de tabou. Dans les confréries, les femmes se déshabillaient et on vous écarte ça et on vous parle bien de ce qui se passe. Donc il n'y avait pas de profane dans tout ça. D'ailleurs, lorsqu'on donne la dot chez nous, la médecine est représentée d'abord par le tabac et le plateau technique, c'est la natte. La production, c'est-à-dire le fait de la reproduction, c'est symbolisé par le sel. Donc l'Africain est celui qui parle moins, mais ces symboles, ces gestes, ces signes en disent long. Donc on n'avait pas de tabou. Les choses de femmes se parlaient entre femmes. Et la jeune fille était bien préparée. Aujourd'hui, vous préférez manger la nourriture industrielle qui est la cause de cette standardisation-là. Il y a les cancers féminins au pays des Blancs. Vous aussi, vous devez avoir ça. Alors que nous, à notre époque, on ne connaissait pas ça. À l'âge où je suis, je pisse dans mon pot. Chaque matin, je mets le doigt, je goûte. S'il y a trop de sel, je ne vais plus manger la nourriture avec le sel. Oui, il faut le faire. Moi, je vais voir mes petits-enfants. D'accord. Est-ce que médicalement, c'est autorisé, docteur? S'il vous plaît, aidez-nous. Parce que Maman Benga, c'est la tradition. D'accord. On est d'accord. Il y a la science là-bas, ne parle pas comme ça. Non, il y a la science de ce que je fais. Maman Benga, maman, permettez, docteur. Non. Allez-y, dites-nous. Tout ce qui ne tue pas est autorisé. Rends plus fort. Tout ce qui ne tue pas est autorisé. En fait, docteur, ici, il faut le reconnaître, Maman Benga est compétente pour ce qu'elle fait. D'accord, ça c'est la tradition. Mais attention, nous sommes dans une logique médicale. Nombreuses des Gabonaises, si nous sommes 100 avec Maman Benga à l'intérieur, il y a peut-être que 2 qui approchent sa compétence. Le reste n'en sait rien. Du coup, on ne peut pas vraiment suivre cette pratique. Comme elle disait tantôt, il faut aller à l'information, connaître et pratiquer. Mais si on ne connaît pas, on ne pratique pas. Qui va à l'information? Ces jeunes filles, elles vous ont... Comme tout est déjà institutionnalisé, ça va donner l'occasion ici d'aller dans le sens peut-être d'ouvrir des écoles, d'institutionnaliser et de faire des recherches pour savoir à quel niveau exactement la médecine préventive aide chez les Gabonaises. Parce que même au niveau de l'accouchement, pour déclencher le travail, il y a des femmes, il y a des ethnies qui utilisent des feuilles. Et ça déclenche sérieusement le travail. Il est question ici de se mettre désormais ensemble pour faire des recherches et savoir exactement quel est l'impact et comment on peut l'utiliser. Parce que finalement, pendant que nous, on achète un médicament qui déclenche le travail, elle a pris une feuille à 0 francs qui a déclenché le travail. Dont on ne connaît pas forcément l'ampleur du dosage, justement. Quel a été le dosage, quel a été l'impact de ce phénomène sur elle? C'est la partie qui fait en sorte que, sur le plan de la médecine moderne, on soit réfractaire. Parce que nous n'avons pas mis l'accent sur la recherche. Et pourtant, le même produit, si l'Européen vient prendre cette plante-là, l'amène en Europe, il la transforme. Mais à qui la faute? À qui la faute, docteur? Nous sommes justement là pour ça. D'accord, commençons par émettre des pistes de solutions. Voilà, nous sommes là pour ça. Avant de commencer, il faut d'abord qu'on s'éduque. D'accord. Mais nous, à nos âges, moi, je pense que c'est pas que c'est foutu, mais je pense que nous devons plutôt prendre le leadership pour attraper nos filles. D'accord. Mais le leadership, est-ce que le leadership ne doit pas commencer à la maison, justement? Justement. Avec ces mamans-là. Avec ces mamans qui sont démissionnaires pour la plupart, non pas parce qu'elles le souhaitent, mais parce que les obligations professionnelles font qu'elles ne sont pas sur place. Non, ça commence où? C'est pas celles qui travaillent là forcément qui sont démissionnaires. Dites-nous. Il y a l'adolescente qui a accouché l'enfant. D'accord, mais avant qu'elle n'accouche? Quand elle a accouché l'enfant, elle ne peut pas l'éduquer. Or, aujourd'hui, les enfants ont des exigences. Oui, mais avant d'accoucher, on prend bien une grossesse, on a 15 ans. C'est une jeune fille qui est rentrée dans sa physiologie. D'accord. Et naturellement, elle a envie du rapport sexuel. D'accord. Maintenant, le rapport sexuel ici est comme un traitement. Il faut maintenant lui donner
comment on le prend, à quelle fréquence on prend le rapport sexuel, quelles sont les conditions pour l'aborder sans avoir les effets inattendus par rapport à son âge. Alors moi, là quand même, je m'arrête parce que docteur, ce que vous dites, c'est un joli programme comme ça, Voilà. mais on le fait comment? C'est ça, c'est ça. C'est vraiment joli. Dit comme ça, on le met sur le papier, on fait, je jure, Madame je le vais faire, ministre, mais on le fait comment? Madame le ministre l'a abordé, il y a désormais des cours d'éducation sexuelle et la santé qui vont être mis en place avec l'aide de l'UNFPA dès l'année prochaine. Dans les établissements? Déjà, dans les établissements. D'accord. Vous avez vu le sujet de CEP de cette année. À l'intérieur, il y a eu une question sur la procréation. Alors moi, C'est déjà une avancée. Je vais vous choquer. J'ai fait un micro-trottoir mercredi et j'ai demandé à des jeunes comment on fait pour avoir des bébés. Ils avaient 15 et 17 ans. Ils avaient 15 et 17 ans. Comment on fait pour avoir le bébé? Mais on va avec un garçon. On fait, bon, comment on fait pour éviter d'attraper le sida? On met le préservatif et puis c'est tout. Mais est-ce que le préservatif, c'est tout? Qu'est-ce qu'on vous a appris à l'école? Le professeur a dit que le préservatif suffisait. Et puis, si on ne veut pas avoir de bébé, on compte seulement son cycle. Donc, si vous avez eu les règles 3 jours, vous comptez 1, 2, 3, jusqu'à 28 et vous recommencez. Est-ce que vous voyez jusqu'où on en est? Est-ce que là, il n'y a pas une sorte, et c'est ma question, je la pose à vous 4, s'il vous plaît, mesdames, on va y répondre à tour de rôle. Quel doit être le rôle des parents, dans un premier temps, sur l'éducation de la jeune fille pour en faire une femme demain? Quel doit être le rôle? Parce que la fille de 15 ans qui va se faire enceinter a d'abord une mère qui aurait dû normalement lui apprendre les bases. Qu'est-ce qu'on fait? Je commence par vous, madame. Alors, moi, je vais répondre à cette question de manière un peu différente. Oui, par rapport à la... C'est vrai qu'une mère a le devoir d'éduquer son enfant, de transmettre les valeurs à tous les niveaux, les valeurs culturelles, et toutes les valeurs possibles à son enfant. Mais il y a une chose aussi sur laquelle moi j'aimerais vraiment insister. Allez-y. Et si j'insiste là-dessus, c'est par rapport précisément au cancer du col de l'utérus. 4 des facteurs de risque du col de l'utérus ont un lien avec le rapport, la sexualité. D'accord. Donc, Précoce. il y a la sexualité précoce, il y a les accouchements multiples, il y a plusieurs partenaires, la multiplicité des partenaires. Et bon, le docteur est là, je ne sais plus lequel. Mais en fait, en ce qui concerne la prévention primaire, à mon humble avis, je pense qu'il serait bien d'agir de manière juridique, légale, à ce niveau-là. Juridique, Aujourd'hui, l'âge de la majorité sexuelle est de 15 ans au Gabon. D'accord. Alors, pourquoi ne pas poser des bases, des mécanismes juridiques contraignants qui pourraient amener à mettre en application certaines recommandations, notamment de retarder l'âge du premier rapport sexuel, comme il est dit, donc retarder l'âge du premier rapport sexuel. Donc, essayer d'encadrer toutes ces recommandations-là par des mécanismes contraignants qui permettraient à ce moment-là d'appliquer, de mettre en application ces recommandations-là. D'accord. On pourrait par exemple... Voilà, ce sont des exemples voilà, c'est que ça. l'on souhaite. On pourrait par exemple, et moi c'est la proposition que je fais. Faites donc. Je vais peut-être être huée. Allez-y, Alors, on prend le risque. Relever l'âge de la majorité sexuelle qui est de 15 ans au Gabon. C'est très bien. Au niveau de l'âge de la majorité électorale, par exemple. Donc 18 ans. 18 ans. Et pourquoi pas 21 ans, Ça, là, la majorité ça. civile. Ça s'applaudit, ça. Vous êtes d'accord avec elle? Moi aussi, à 1000%, mais encore, dites-nous. C'est votre proposition? C'est ma proposition. On la consigne, s'il vous plaît, c'est très important pour nous. Docteur? Moi, j'ai toujours milité pour l'abstinence. L'abstinence. J'ai toujours milité, mais malheureusement, la physiologie me rattrape toujours. Et puis, je n'ai pas un GPS pour suivre à distance les enfants. Du coup, et je pense aussi à ceux-là qui sont dans les orphelinats, qui n'ont pas de mère. Après, vous avez des orphelins, mais sans parents. Avec parents plutôt. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des parents, mais sont l'absence de contact franc, c'est pas seulement regarder, passer, se croiser. Il y a une autre Ou payer dimension le de la taxi. relation avec son enfant. Tout à fait.
vous êtes dans la maison, mais il n'y a pas ce contact-là fin qui fait que vous pouvez rester 15 ans, 17 ans avec votre enfant. C'est à l'étranger que vous saurez qui il est réellement, alors qu'il est déjà parti. C'est très grave. Donc c'est cette partie-là que nous devons tous ensemble s'asseoir pour travailler et intégrer. Et nous sommes là, nous allons travailler ça tout de suite. Qu'on ait accouché l'enfant ou pas. Êtes-vous d'accord? Êtes-vous d'avis que les parents doivent reprendre leur place? Continuer à revenir aux fondamentaux, donc essayer d'être proche des enfants, parce qu'il ne s'agit pas de les mettre au monde, il s'agit aussi de les connaître. Qui mieux que le parent à la maison doit connaître son enfant? Êtes-vous d'avis? Oui, d'accord. Il y a l'éducation de la maison, il y a l'éducation de l'école, il y a l'éducation de la société, et puis il y a l'éducation des amis aussi. Comment concilier tout ça et essayer de garder l'enfant sur la voie autorisée? Comment? Je pense que, pour revenir sur ce que la dame a dit en premier, l'âge juridique, c'est un aspect. La première personne responsable, quand les enfants grandissent dans une famille équilibrée, il faut le dire, parce que toute la problématique vient là aujourd'hui. Nous avons des familles monoparentales, des parents démissionnaires, un enfant qui est dans un environnement équilibré, qui communique avec ses parents, hein, c'est d'abord la première base pour lutter contre tous ces aspects de sexualité précoce. Parce que quand un enfant sent qu'il a la liberté, l'ouverture d'esprit de discuter avec ses parents, il va commencer à poser des questions. Vous, en tant que mère, vous devez savoir que, attention, cet enfant pose trop de questions, est-ce que... Et vous prenez à part cet enfant, vous lui dites, attention, tu n'as que 15 ans, la vie est encore longue, ta première expérience doit être quelque chose de voulu, hein, de voulu et non un acte poussé parce que les copines font ci, la télé dit ci, et parce que la première expérience est importante. Comme le disait Madame Zebikege, notre mère, une mauvaise expérience peut détruire la vie d'une femme. Et en parlant de mauvaise expérience, et je vais la citer, Madame Honorine Zebitege nous a raconté l'histoire d'une jeune fille qui se prostituait. Donc elles ont dû se transformer en homme pour aller récupérer cette fille. Je me souviens, maman. Et elles sont allées récupérer cette fille, elles l'ont emmenée chez elle à l'ODEFPA, son association, et elles ont transformé la vie, elle a transformé la vie de cette jeune fille. C'est-à-dire que plutôt que de se prostituer, elle qui était sortie de l'école est revenue à l'école, a eu son diplôme à l'heure où je vous parle et se trouve aux États-Unis, n'est-ce pas maman? C'est cela. Vous voyez, voilà des cas de conscience. Parce que pour parler des femmes, la santé des femmes aujourd'hui, je pense qu'il faut partir de la base. Et la base, c'est l'éducation. Maman, à votre époque. Je voulais revenir. Oui, allez-y, je vous en prie. Par exemple, aujourd'hui, bon, c'est vrai que on a perdu beaucoup de ce qu'on avait de bien dans notre culture. Moi, je vois, mes grands-parents ont fait 11 enfants. 11 enfants, tous les enfants sont nés tous les 2 ans. Il y avait déjà un planning familial. Il n'y avait pas de pilule. Il n'y avait pas de pilule. Ma grand-mère a fait ses 11 enfants. Ces 11 enfants sont vivants, on n'a pas eu de problème, elle était suivie. Il n'y avait pas de pilule. Donc, c'est pour dire qu'il faut... On n'a pas, disons, les aspects culturels. Nous les avons. Il ne faut pas oublier cela. C'est cela. Et comme on dit, la femme était éduquée, la jeune fille était éduquée, elle était entourée de ses mamans. Et c'est éviter toutes ces problématiques-là. Aujourd'hui, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Il faut le dire, c'est la vérité. Et là, on entre dans une période sensible. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Vous voyez aujourd'hui les bars de Libreville. On se demande parfois ce que font les pouvoirs publics. Vous avez des enfants de 15 ans à 16 ans. Pour les parents, ils sont à l'école, mais ces bars fonctionnent sans problème. D'accord. Hein, sans problème. Il n'y a personne sur la place publique, mais il y a des enfants de 15 à 16 ans. Mais là, je prends la balle au bon, docteur. À l'époque, moi, je ne suis pas soixantenaire, quand même, ça ne se voit pas sur mon visage, même si je m'approche de cela. Mais quand même, à cette époque-là, nous, quand on a grandi, lorsqu'une grande personne passait, si on faisait une bêtise, si on n'était pas à la maison à l'heure où il fallait, on se cachait. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le gars, il te regarde dans les yeux, il te tutoie même, il te dit quoi? Tu es mon père, tu es ma mère. À quel moment il y a eu friture sur la ligne d'éducation? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais quand même poser la question à Maman Benga. Excusez-moi, docteur, à votre époque,
pour nous emmener sur la voie où nous sommes aujourd'hui, qui a fait que nous soyons des personnes, les personnes que nous sommes? Comment vous faisiez? Quel était le secret? L'enfant était l'enfant de la communauté. Voilà. Il n'y avait pas de barrière. Il n'y avait pas de barrière entre les maisons. On avait les ponts. On avait construit des ponts et non des barrières. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ceux qui ont des barrières, leurs enfants sont déviergés par leurs chauffeurs. Donc il faudrait revenir à nos fondamentaux, c'est-à-dire la prévention. La prévention passe par la sensibilisation et par l'éducation. Comme je disais, la jeune fille n'était pas libre, on lui rappelait tout le temps, tu es une femme, tu es une femme, parce que les conséquences sont tellement lourdes. Et les chocs, ce qu'on appelle les chocs, font en sorte que la plupart des femmes vieillissent mal, parce que la rétention de tout ce que vous avez fait dans la jeunesse se ressent lorsque vous vieillissez. Donc il faudrait savoir ça. Ce que vous faites aujourd'hui, vous allez le ressentir. Donc c'était l'éducation et la prévention. Donc il faut moderniser nos savoir-faire, nos savoirs et nos savoir-faire. Par exemple, l'État va créer des maisons où on a les maisons d'écoute. Toutes les générations se croisent pour éduquer la jeune fille. Sa sexualité, c'est quelque chose de très important. Donc vous m'avez coupé quand je disais qu'il faut la prévention. Pour ne pas avoir la tension, pour ne pas avoir le diabète. Quand même, versez vos pupilles, vous allez voir si c'est sucré, les fourmis vont venir suivre. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Merci Maman Benga. Merci Maman Benga, elle est très pratique et nous sommes là justement pour ça. Oui, applaudissez-la s'il vous plaît. Vous êtes aimable. Donc parce que nous sommes pris par le temps, nous allons revenir aux solutions pratiques. Parce que la fille d'hier devient la femme de demain et donc le dirigeant de la société aussi. Comment faire pour parvenir à rester dans le cadre, celui autorisé? Que doit faire la femme? Que doit faire la société? Et là, d'abord, je vais retourner ma question à moi-même. Que doivent faire les associations? Parce qu'aujourd'hui, on parle de leadership. Les associations qui regroupent les femmes, là. Est-ce qu'il suffit simplement d'être au sein d'une association pour entendre des messages comme « il faut vous prévenir, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça ». Quel doit être le rôle des associations aujourd'hui, puisqu'elles sont en nombre? On les connaît, elles sont dûment identifiées. Que doivent faire ces associations justement pour que nous puissions, nous, en Afrique, avoir de bons leaders féminins? Il faut l'éducation. Mais encore il faut d'abord l'éducation parce que pour pouvoir entreprendre, il faut être de bonne santé. Il faut avoir aussi l'esprit sain pour attirer les bonnes énergies. Mais si vous n'avez pas, si nous dans les associations, nous parlons que du formel, vous oubliez que la matérialisation dépend de l'état de votre esprit, ça ne vaut pas la peine. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité, la femme n'a jamais menti. Il faut dire la vérité aux femmes que les deux vont ensemble. Il faudrait que quand vous voulez entreprendre, nous vivons en convivialité avec notre environnement. Vous ne pouvez pas matérialiser un projet, je le disais ce matin, si la lune n'est pas croissante et si elle n'est pas pleine. C'est comme ça qu'on plante chez nous. Les femmes que vous dites illettrées là, ce sont des astronautes. Elles savent quand est-ce qu'il faut planter et quand est-ce qu'il ne le faut pas. Pour soigner, elles savent quand il faut soigner et quand il ne faut pas. Alors que vous venez avec le business plan, vous croyez que vous pouvez faire les AGR. Non. Sacré Maman Benga, merci beaucoup. Pertinent, très pertinent en effet, docteur. Docteur Élise Obam, aujourd'hui que faut-il faire? Aujourd'hui, de moins en moins de femmes vont dans les PMI. On s'écoute. De moins en moins de femmes vont dans les PMI parce que
la PMI c'est dégradant, il n'y a pas nécessairement le pédiatre, mais je me souviens encore que ces femmes dans les PMI là ont joué un rôle important dans la vie de chacune des femmes dans cette salle, parce que ce sont elles qui ont accompagné les mamans depuis le début jusqu'à ce jour. Donc quel doit être, vers quoi les femmes doivent se retourner, et surtout quels doivent être les rôles des associations, les nombreuses qui sont dûment constituées? Je ne pense pas qu'aujourd'hui, quand même, 98% des femmes enceintes sont suivies dans les premiers trimestres de la grossesse. Et ce nombre se réduit souvent à 78% vers la fin. Hein, c'est-à-dire, si elles vont faire les premiers examens, elles jugent que c'est normal, ou bien vraiment, dès qu'on commence à aborder les questions de sida, certaines abandonnent au milieu, mais quand même aujourd'hui, sur ce plan, la femme gabonaise a fait un effort. 98% au départ, 78% à la fin. 98% de femmes qui vont dans les PMI. Oui, enceintes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de... Quel est le taux aujourd'hui du sida de la sérologie des femmes gabonaises? Le taux du sida de la sérologie des femmes gabonaises, c'est vrai, il reste quand même un peu... C'est 5,8%. En 2017? Non, pas en 2017, 2014. 2014. C'est 5,8% pour les femmes de 15 à 49 ans contre 2,2% pour les hommes. Donc c'est pour dire que les femmes sont plus vulnérables face au VIH, parce qu'elles sont plus vulnérables face au VIH. Elles le sont pourquoi? Expliquez-nous quelles sont les causes, docteur. Elles le sont pourquoi? Est-ce que parce qu'elles ne sont pas informées? Est-ce parce qu'elles ne sont pas éduquées? On parle des 3,90, l'ONU-SIDA nous parle des 3,90, c'est des objectifs à atteindre. Il y a des campagnes de sensibilisation. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, avant on prenait 10 comprimés, ça je l'ai appris avec l'ONU-SIDA, aujourd'hui on peut prendre un comprimé à heure fixe chaque jour pour combattre le sida et on n'en meurt plus. Qu'est-ce qui peut expliquer cela, docteur? Dites-moi. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Que les femmes soient plus vulnérables que les hommes. La paupérisation. La paupérisation? Oui. Les femmes aujourd'hui, le revenu d'une femme, par exemple, quand on voit aujourd'hui, pour à peu près peut-être la moitié des femmes, disons, on a entre 15 et 49 ans, pour 58% des femmes travaillent, alors qu'on a un chiffre de 94%. Vous voyez, et les emplois des femmes sont souvent précaires. Aujourd'hui, bon, il faut le dire, les femmes sont obligées de se vendre, parfois. Est-ce qu'elles sont obligées? C'est ce qu'elles disent. Est-ce qu'elles sont obligées? Vous êtes d'accord? On a toujours le choix, même quand il n'y a pas le choix. On a le choix, parce que moi je dis aujourd'hui, on a le choix, on a la volonté. Parce qu'aujourd'hui, tant qu'on a ses deux mains, on a ses deux pieds. Hein, comme nous l'a expliqué aujourd'hui Maman Bitégué, hein, rien n'empêche de se mettre de mettre une table devant chez soi, hein, de pouvoir vendre quelque chose pour avoir un minimum de revenus. Aujourd'hui, les associations sont là pour accompagner ces femmes. Mais malheureusement, dans les associations, est-ce que ces associations jouent vraiment leur rôle? Est-ce qu'elles écoutent vraiment ces femmes en difficulté, ou chacun veut monter une association pour se dire leader? Il faudrait aussi voir ces aspects-là. D'accord. Mais pour la santé de la femme, je pense que les associations font ce qu'elles peuvent, hein, sans les défendre ici. Elles vont continuer de travailler, on va les encourager dans ce sens-là. On revient à vous, docteur. Le temps nous est qui nous est malheureusement imparti tire à sa fin. On va essayer de conclure. Comment briser le tabou, justement? Permettre à toutes ces femmes qui sont malades, qui n'ont peut-être pas l'oreille attentive, de venir vers le médecin agréé pour lui dire « je suis malade » et dire autour d'elle qu'elle est malade. Comment on vit avec ça? Comment doit-elle justement briser le tabou? Moi, je vais dire, en matière de santé, lorsqu'il y a un problème, on se pose la question de savoir, est-ce qu'il y a d'abord des ressources humaines formées? Est-ce qu'il y a un personnel de santé? Oui, il y a une faculté de médecine au Gabon qui forme depuis, pour la femme, des sages-femmes et compétentes, un personnel de santé qualifié. Après, on se pose la question, il y a un personnel, est-ce qu'il y a des structures où on peut recevoir cette femme-là? Oui, il y a des centres de protection maternelle et infantile, les PMI, que vous avez cités tantôt, qui existent depuis et qui ont des activités bien répertoriées. Dans ces activités, il y a le planning familial, il y a la prévention. Donc, si vous voulez discuter avec une sage-femme de votre situation,
En dehors de la grossesse, vous y avez accès. Et à ce niveau, la fréquentation est moindre. Après, on se pose la question, il y a l'infrastructure. Est-ce qu'à l'intérieur, on peut prendre en charge? Dieu a bien fait les choses. L'accouchement, il est naturel. Les interventions ne sont que rares et de plus en plus, on interdit d'intervenir sur un accouchement qui est en train de se dérouler. Donc là-dessus, la femme, si elle est bien suivie, elle va accoucher naturellement. On va utiliser moins de produits, comme la femme qui accouche dans les pays pygmées. Vous voyez? Qui n'a pas besoin de tout ce matériel. Voilà. Pour, donc si on suit, en principe, la vie. on peut éliminer le maximum de problèmes parce que 82% de l'homme a mis la main à la pâte dans son comportement et dans ses attitudes. D'accord. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est la situation où nous tous on attend. Nous tous on attend. Moi, je suis personnel de santé, j'attends. Vous attendez quoi? J'attends que le malade arrive. Moi, je suis une femme à la maison, j'attends. J'attends que la maladie arrive. Je suis une association, ben j'attends que les fonds arrivent. Sachant qu'après, il y a des risques. J'attends que les fonds arrivent pour aller m'instruire, pour parler. Parce que j'ai acquis la parole, peut-être que je l'ai acheté. J'attends qu'on vienne me donner l'argent pour restituer ce que j'ai appris. Les associations doivent aujourd'hui avoir la bonne information. Vous ne pouvez pas parler de femmes si vous ne savez pas comment la femme est constituée. Qu'est-ce qu'elle a, la femme? Comment elle est constituée pour qu'elle ait plus le sida qu'une autre, que le garçon? C'est justement à cause de son anatomie. Je crois qu'il y a des endroits ici où on peut s'instruire. Il y a la Croix-Rouge, vous allez en association. CPA. Voilà. Les soins d'urgence, vous pouvez aller à la Croix-Rouge. Vous apprenez comment ça se fait. Et du coup, quand vous allez dans la communauté, parce qu'il y a ce volet dans les compétences du ministère de la Santé, la médecine communautaire. Mais cette médecine communautaire a été mise comme aux archives. D'accord, on va le retenir. Voilà, elle est aux archives. Donc les associations doivent intégrer la médecine communautaire comme des éducateurs pairs. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. On va essayer de conclure avec vous avant 2 questions. Aziz est déjà pas très loin. Donc, allez-y, donnez-nous pas votre mot de la fin, mais comment est-ce que vous envisagez, comment la femme doit-elle envisager de briser les tabous qui la séparent de sa bonne santé? On va le dire comme ça. Oser parler déjà, oser parler, dénoncer, oser parler des mots dont elle souffre. En parler déjà au niveau de son entourage, se rapprocher. Mais vous craignez qu'il y a le regard des gens aussi. Oui, généralement, on se tait à cause du regard des gens. Mais il faut quand même, il faut un premier pas. Il faut un premier pas. Il faut un premier pas, sinon nous resterons toujours au point de départ. Et pour revenir au sujet du périnée que j'ai évoqué, je n'aimerais pas le laisser en suspens. Dites-nous. Nous avons dit ici que la femme leader, c'est aussi celle qui annonce les problèmes et trouve des solutions, même si ces solutions ne sont pas adaptées. On va les retenir. À l'unanimité. Alors, par rapport à ce problème-là, qui est vraiment un gros problème de santé publique, moi, je propose, parce que j'ai mené quelques investigations sur le terrain, la sage-femme est celle qui est en contact avec la femme pendant et après, pendant la grossesse et à l'accouchement. Alors, elle est vraiment l'acteur, c'est vraiment elle qui peut éduquer, sensibiliser, informer ces femmes-là. Or, lors de son cursus scolaire, la sage-femme ne reçoit pas une formation en rapport avec la rééducation du périnée. Donc, où c'est un élément qui doit être inclus dans le programme universitaire, ou alors des formations complémentaires. Et au moins, lorsque les femmes se présentent, quand elles les voient la première fois, c'est déjà de leur parler de tout ça. Voilà, vous allez accoucher, votre périnée va subir des... Il sera traumatisé, voilà, forcément. il va être traumatisé, voilà. C'est le mot qu'il faut. Et donc, il est important de le préserver. Et pour le préserver, voilà ce qu'il faut faire.
avant l'accouchement, après l'accouchement, voici ce qu'il faut faire. Mais vous aussi, Notamment en tant les qu'association, vous pouvez prendre le bâton de pèlerin et le dire aux femmes, s'il vous plaît, lorsque vous accouchez, faites comme ça, et pas comme ça, comme ça. C'est ce que vous faites. Mais est-ce que vous le faites juste à Libreville? Parce qu'à Libreville, les femmes sont servies, mais est-ce que vous pensez à l'arrière-pays où les femmes accouchent encore à même le sol? Nous voulons bien, c'est l'idéal pour nous tous, c'est l'idéal. Ah si. Vous savez, Vous pouvez pas dire que à l'intérieur du pays, toutes les femmes, je prends le cas de Makokou et de Yem, où je suis allée, il y a encore des femmes qui sont tellement éloignées des structures médicales qui ont du mal à donner la vie dans des structures agréées. Ça, c'est vérifié. Et c'est pourquoi l'État, justement, a décidé de mener une campagne de sensibilisation. Donc vous, en tant qu'association, qu'est-ce que vous faites concrètement? Est-ce que vous allez aussi vers ces populations de l'arrière-pays qui, généralement, sont laissées pour compte? l'idéal, c'est ça. L'idéal. Beaucoup d'associations veulent bien le faire, notamment à Azafak. Mais nous avons un problème majeur. Lequel? C'est celui des finances. Ça fait 1 an que nous existons à Azafak. Nous avons mené beaucoup d'actions sur le terrain. Mais très souvent, la majorité, je veux dire à 80%, des fonds utilisés lors de nos activités, ce sont des fonds propres. La FNAS est là. Il y a une demande ici. La FNAS est là. Le monsieur de la FNAS, il est là, il est parti. Je l'avais déjà rencontré, le monsieur. D'accord, revenez encore le rencontrer. On va tous vous soutenir parce qu'on est tous témoins là de votre demande. D'accord. Heureusement qu'il y a des personnes de très bonne volonté. Parce que récemment, nous avons été confrontés à une situation d'une dame. S'il vous plaît, on n'a plus le temps. Ça faisait 2 ans qu'on lui avait détecté un cancer, 10 minutes, il nous reste. Un cancer du sein. Ça faisait 2 ans qu'on lui avait détecté ce cancer du sein et qui n'arrivait pas à se faire opérer. Nous avons dû batailler, mais grâce à la générosité de 2 dames. Parce qu'à un moment donné, je n'en pouvais plus. Et cette personne est-elle économiquement faible? Économiquement faible. Elle n'est pas allée à la CNAMGS? Malheureusement, c'est une étrangère. Je vais préciser, malheureusement, c'est une étrangère. Elle n'était pas éligible à la CNAMGS. Ah, d'accord. Voilà, c'est ça. Parce que même quand on est étranger, il y a possibilité d'accéder à l'assurance maladie. Ça dépend de là où vous travaillez. Exactement. Mais seulement celle-ci, elle n'était pas les éligible. critères d'éligibilité. D'accord. Parce que j'ai été justement à Ngonje et là-bas on a dit, quel que soit, il y a toujours la petite porte pour aider les gens, même si c'est pas à 1000%. Mais l'assurance du docteur Mbele Bayogo, c'était on peut vous aider jusqu'à un certain niveau. Oui, mais pour ces personnes-là qui sont dans des cas comme ceux-là, dans des situations comme celle-là, qu'est-ce qu'on fait? On les laisse mourir? On va poser la question. Quelqu'un a des questions sur ce qu'on vient de se dire? Je donne le micro. Y a-t-il un autre micro? On va faire un tour on va se dire au revoir. Une contribution après, une question, 2 questions et on arrête tout. Aziz me fait dire qu'il reste 8 minutes. Donc on essaie de poser une question directement. Oui, j'ai une question sur l'éducation de nos enfants. Dites-nous. Beaucoup d'entre nous ont grandi avec la chicotte et la ceinture de papa. Tout à fait. Ou même la gifle de maman. Voilà. Régulièrement. Est-ce qu'il faut revenir à ce stade-là? Sans être enfermé. Est-ce qu'il faut y revenir? Parce que nous rêvons tous d'un avenir pour nos enfants. Est-ce que c'est la chicotte? Alors, s'il vous plaît, demoiselle, attendez. Donnez-moi le micro à la dame qui nous vient du Bénin. Elle va nous donner... Venez jusqu'à elle. Donnez-lui le micro, s'il vous plaît. Donnez-nous votre expérience béninoise parce que nous sommes dans un cas de figure où nous avons besoin de solutions pratiques. Au Bénin, par exemple, comment vous faites? Parce que les enfants, ils sont toujours genuflexion pour saluer les parents. Il y a toujours les valeurs qui sont transmises de génération en génération. Dites-nous comment on fait. Ok, merci bien, madame la journaliste. Nous ne sommes plus aujourd'hui pour l'éducation qui passe par les châtiments corporels. Parce que les enfants aujourd'hui, la nouvelle génération, il faut les faire asseoir. Et moi, quand je travaille dans le domaine communautaire, je prône toujours l'instauration du dialogue parent-enfant. Parce que quand vous n'expliquez pas à l'enfant le minimum de la faute qu'il commet et que vous le frappez, ça ne lui dit rien. Ou quand vous le faites asseoir, assois-toi là, tu fais plus ça. C'est pas ça la solution. Il faut lui dire, ce que tu as fait, c'est pas bon. Voilà pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, la génération de nos enfants, c'est des têtes fêlées. C'est des têtes fêlées qui nous font face et il y a un conflit intergénérationnel. Et sur ce plan, l'enfant se met dans sa position où il te fuit, ou après il adopte ça, théorise sa thérapie à lui, et toi tu es dans ton monde. Donc aujourd'hui, je crois qu'il va falloir faire doucement avec nos enfants. Moi, je travaille avec les enfants tous les jours. J'en ai plus d'une 30aine de filles tous les jours que je dois éduquer.
Et il faut leur administrer une thérapie exceptionnelle et personnalisée. D'accord. Surtout. On applaudit pour elle, s'il vous plaît. Y a-t-il une autre nationalité dans la salle? Je veux un autre témoignage de comment ça se passe dans un autre pays. Donnez-moi à la dame là-bas, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Après, on va donner la parole ici. Allez-y, je vous en prie. Vous venez de quel pays? Afrique du Sud. Afrique du Sud. Ouais. Thank you. On y va, on vous écoute. En anglais ou en français? En français, c'est mieux, parce que ma traduction va être chaotique. D'accord. Chez nous, on n'a pas perdu notre culture, même si nous avons expériencé le comment on appelle? Colonisme. Alors, ça qu'on fait, moi, je suis dans la même situation où j'ai garé la culture. Je suis infirmière, je suis enseignante, et j'ai une fille de 25 ans. Et elle, avec les médias sociaux, elle a adopté son système de survivre cette vie. C'est-à-dire que l'échange culturel pour notre génération, notre mère, l'éducation ou bien les qualifications que nous avons comme les parents, pour transférer ça aux enfants, ça sera à 2 points. Maintenant, là, nous avons qu'est-ce qu'on appelle les familles nucléaires, où le père est toujours absent dans la maison. La majorité, nous sommes d'accord? Voilà, alors ça veut dire que l'éducation pour la prévention ou bien pour le soin, ça reste toujours à la main de maman. Qu'est-ce que maman va faire? Maman est la challenge, la religion, par exemple. La politique. La politique. Voilà, entreprise, le commerce. Le commerce, voilà. Et l'éducation. D'accord. 60% de notre génération a terminé les études jusqu'à lycée. Il reste l'éducation de santé ou bien la soin entre les mamans, les infirmières communales. Nous avons ça en Afrique du Sud. C'est ça que je pense que le Gabon peut profiter. Le caravane de la soin. Ok, thank you. On va applaudir pour elle. Ah, l'anglais. S'il vous plaît, s'il te plaît, donne le micro à Madame Scholastique ici qui va intervenir. On va prendre une dernière intervenante là-bas. On va clore parce qu'il y a un autre panel juste derrière. Oui, il y a une main depuis. On vous a vu, Madame. Oui, on revient. On va le faire, s'il vous plaît. Permettez. Allez-y. Alors merci, bonsoir à tous. Merci aux panélistes pour le niveau des échanges et les informations qui ont pu enrichir justement notre participation. Alors je n'ai pas beaucoup de questions, mais je veux partager en fait un témoignage pour demander à toutes les femmes ici d'encourager nos sœurs, nos enfants à aller voir des sages-femmes lorsqu'elles sont enceintes. Parce que j'ai vécu coup sur coup 2 expériences qui m'ont vraiment fait mal, dans la mesure où ma mère déjà est sage-femme, c'est une sage-femme de la première heure, hein, elle a 75 ans aujourd'hui, donc c'est l'une des personnes qui a été formée dans les années 50. Mais je veux dire, ma meilleure amie, elle est ingénieure fiscaliste, et elle a eu une grossesse tardive, donc son premier enfant à 42 ans. Elle a été suivie en clinique, je ne vais pas me permettre de préciser où, mais lorsque j'ai eu des difficultés à la joindre pendant 2-3 mois, et finalement j'ai demandé un peu où est-ce qu'elle habitait, parce qu'elle avait déménagé entre-temps, et lorsque je l'ai trouvée, elle était affalée sur son canapé, avec un seau en train de vomir, et c'est là que j'ai compris qu'elle était enceinte. Elle avait 4 mois de grossesse, et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis enceinte, mais pourquoi tu es dans cet état? Là je vous parle comme je lui parlais, hein. Elle dit, le médecin a dit que c'est normal. Je dis, le médecin a eu combien d'enfants? C'était un homme. Je dis, combien d'enfants il a accouché? C'est pas normal. Moi, toutes mes sœurs ont eu des enfants quand j'étais jeune. J'ai vu, la plupart d'entre elles ont accouché à la maison. Bon, je vous recommande pas ça, mais bon, comme je vous le dis, ma mère est une sage-femme très expérimentée. Mais il a donc fallu, elle ne mangeait pas, elle ne s'alimentait pas, elle n'arrivait même pas à boire de l'eau, parce que elle sortait tout. Et donc, elle était déshydratée, affalée tout le temps. Et donc, j'ai dû aller prendre ma mère, qui, n'est plus très jeune, pour la déplacer et vraiment la supplier que viens voir ce que Julie a, parce que je ne comprends pas ce qui se passe.
Bon, là, j'ai sorti le nom de... Bon, il y a beaucoup de Julie au Gabon, donc elle ne va pas se reconnaître comme ça. Toujours est-il que donc, ma mère, j'ai supplié, elle a accepté, elle est venue, dès qu'elle est arrivée, elle a dit, mais c'est quoi ça? Où est ton carnet de santé? Elle dit, c'est le médecin qui a gardé. Pourquoi il garde ton carnet de santé? D'accord, on va recommencer. Donc on avait apporté ce qu'il fallait, elle lui a pris la tension, elle l'a ausculté un peu, et elle a fait une ordonnance, je suis allée acheter. Elle était tellement affaiblie qu'il n'y avait pas, on n'arrivait pas à trouver de veine dans ses bras. J'ai dit, maman, on met au pied. Il y a des veines à ce pied là, tout ça c'est toujours le sang qui circule. Je sais que oui, à cause des thromboses et tout ça, les médecins. Et vous avez réussi à la relever? On a réussi à la relever de cette manière-là. Et encore là dernièrement, j'ai encore une jeune fille qui la même chose a eu la même chose et qui m'a envoyé un message donc lundi pour me dire, elle m'appelle maman parce qu'elle a travaillé pour moi. D'accord. Et qui m'a dit, maman, je viens d'accoucher, ça s'est très mal passé. Tu as eu raison, j'aurais dû aller voir la sage-femme. La sage-femme, on comprend donc, que la sage-femme joue un rôle essentiel. Et ça s'applaudit pour toutes ces femmes qui donnent la vie au quotidien. Rapidement, tout au fond, s'il vous plaît, on finira par vous. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Et on va permettre à maman de nous donner un petit mot quand même. Oui, un petit mot, c'est très gentil. Rapidement, s'il vous plaît. Aziz me fait dire qu'il reste 2 minutes. Bonsoir à tous. Bonsoir maman. Je m'appelle Mangabel Germain, épouse Ngolé Ora. Enchantée. Je vais parler du cancer parce que moi-même j'ai eu le cancer de l'utérus. Parce qu'il est souvent mieux, lorsqu'il y a des conférences pareilles, les personnes vivant avec ce problème sont bien placées pour souvent parler de ça. Moi, je voudrais faire des propositions. Docteur, dommage que ceux de l'ICL ne sont pas ici. Ma première proposition, c'est lorsqu'on trouve une femme avec le cancer, je souhaite que le médecin l'envoie d'abord chez la psychologue. C'est très important. Parce que moi, j'ai eu le cancer de l'utérus. Psychologiquement, Dieu merci, je suis forte. Mais j'ai ma grande soeur qui est morte du cancer du sein. Elle, on n'a pas le même caractère. Et pourquoi elle a démissionné? C'est parce qu'il y a eu trop de va-et-vient. Allez-y, revenez, allez-y, revenez. Vous savez, lorsqu'on est dans une situation comme ça, ce n'est pas tout le monde qui est fort. On te dit, va, reviens, va, reviens. À un moment donné, tu dis, bon, en tout cas, je suis fatigué, je préfère mourir. Donc, je vous en supplie, les médecins, de grâce, ça, je vous en supplie. Ayez au moins le temps pour nous écouter. Raison pour laquelle nous vous demandons de nous envoyer chez des psychologues. Parce qu'avec la psychologue, on peut mieux communiquer. Et la psychologue va nous préparer psychologiquement. Comme je vois, moi je suis au CTA, avec le VIH, on a assez de psychologues. Parce que lorsqu'on est face au médecin, le médecin de fois n'a même pas le temps. Je vous assure. Surtout qu'il y a des gens qui sont devenus médecins juste pour leur poche. Parce qu'il y a une différence entre le médecin qui va par amour pour sauver et celui qui va pour sa poche. Hein? Parce que vraiment, ça nous fait mal. Là où je suis debout, je suis en train de pleurer une. Et là, c'est pas bien. Je vous en supplie, docteur Ambunda, communiquez avec ceux du CHU. Lorsque le résultat est là, d'envoyer le malade chez la psychologue. Et ensuite, on revient chez le médecin. Au moins, la psychologue aura préparé le mental de la personne faible. Et nous éviter trop de va-et-vient. D'accord, ok. Je vais transmettre le message, mais en attendant, n'hésite pas à les envoyer au CHL. Le temps qu'on trouve une solution. Mais normalement, à l'ICA, il y a des psychologues, des sociologues. Donc, vous devrez normalement faire le circuit du psychologue avant d'aller chez le médecin. Parce qu'effectivement, souvent, les médecins sont, comme on dit, coupés, cloués. Mais on ne va pas directement dans la porte du médecin comme ça. Parce que nous sommes tous, en réalité, des malades. Voilà. Le malade, ce n'est pas forcément celui qui a une bosse ou celui qui a... L'OMS ne définit pas la maladie comme ça. Donc, merci de m'éclairer sur cette situation. Oui, maman. Même si la personne est en phase terminale, nous avons des personnes où
D'accord. Non, c'est Dieu seul qui sait. C'est Dieu qui... C'est Dieu seul qui sait. Merci. Merci Oui, beaucoup. oui, j'aimerais juste rajouter quelque chose à ce sujet. Allez-y. C'est dommage qu'on n'ait pas eu suffisamment de temps. C'est pas grave. Parce que la dame qui intervient est un membre de la société, de l'association Azafac. D'accord. Et ensemble, nous avons travaillé pour établir une liste des propos que les médecins avancent souvent aux malades. Et nous avions l'intention, justement, malheureusement... On n'a pas de temps. Voilà. Les médecins ont pris compte, ont pris note. Voilà. Sans pour autant jeter l'anathème sur les médecins, mais c'est quand même quelque chose qu'elles vivent au allez, quotidien. l'assistance demande que vous sortiez ces propos. Non, non, on va s'arrêter là. S'il vous plaît, on va y aller, docteur, s'il vous plaît. On peut ajouter quelque chose. C'est justement... S'il vous plaît, on peut ajouter quelque En chose. fait, c'est justement ce qu'on ne doit pas faire, même avec votre enfant. L'enfant pose un problème, réglez d'abord avec l'enfant avant d'aller en parler aux autres. Donc, je pense qu'il y a un problème interne ici. Toutes ces personnes qui parlent, que ce soit la présidente d'Azafac, a accès à l'Institut. Il suffit seulement de faire la lettre déposée. C'est tout. Merci tout le beaucoup. monde peut signer. C'est très bien. Vous faites une pétition. Rapidement, s'il vous plaît, C'est une mieux. minute. Une seule minute, on va permettre à Madame Onaondo de nous dire un mot. On peut dire Docteur, aussi un docteur, mot. allez-y, dites. Merci. Je voulais intervenir par rapport à la dame. S'il vous Aujourd'hui, en France, vous avez par exemple des associations. Association des diabétiques, association des femmes ayant, ce sont les meilleurs psychologues. Aujourd'hui, ce sont des pathologies qui sont quand même assez fréquentes au Gabon. Les femmes qui sont sorties de cela, ce sont ces femmes-là qui doivent accompagner ces femmes qu'on dépiste. Pourquoi vous ne constituez pas en association? Constituez-vous en association et les associations aidez les autres. S'il vous plaît, rapidement. S'il vous on peut plus, je veux juste malheureusement. ouvrir une porte qu'on n'a pas certainement ouverte. Ouvrez-la. Par rapport à tous les panels. La communication. D'accord. Il y a un désordre au niveau de la communication. Je parle de la communication, c'est la télévision. D'accord. Parce que si on pouvait aussi se lever pour interdire une chaîne comme Novelas TV qui fait du désordre au niveau de la jeune fille gabonaise. Non, la communication, les journalistes également. D'accord, vous êtes des communicateurs. Tout à fait, merci beaucoup. Vous êtes aussi également des éducateurs. D'accord. Il y a des choses comme les chaînes comme Trace TV toute la journée. Il y a des choses quand même qu'il faut... Merci beaucoup. Donnez-lui le micro. Rapidement, Madame Onaondo va intervenir. Je me lève pour signaler que nous sommes arrivés au terme de ce panel. Madame Onaondo, je vous en prie, allez-y, faites donc. On n'a pas brisé les tables. Les femmes de nuit et les maris de nuit. Je voudrais demander à la dame qui a parlé tout à l'heure, qui a dit qu'elle a été soignée d'un cancer de l'utérus. Vous avez été guérie de ça? Pardon? Elle est sortie, elle s'est déplacée. Elle est en rémission. Elle est en rémission. Elle a été soignée par des médecins. Pourquoi est-ce qu'elle jette l'anathème sur les médecins? Bon, c'était une question. Merci beaucoup. Je reprends le micro. On a fini. S'il vous plaît, donnez à maman pour conclure un mot. Rapidement, nous sommes arrivés au terme de ce panel, de ce talk 3. Votre attention, s'il vous plaît. Je voudrais vous féliciter d'avoir abordé les vrais sujets en ce qui concerne la santé des femmes. Merci. Mais je voudrais recadrer sur les femmes leaders et leur santé. Les femmes leaders sont censées être informées, avoir les moyens de se soigner. Au regard de leurs responsabilités et des pressions qu'elles subissent au quotidien, elles se doivent d'avoir une bonne santé physique et morale pour relever les défis qui se posent à elles. Malheureusement, justement, les femmes leaders sont tellement occupées qu'elles n'ont pas le temps de s'occuper de leur santé. Je profite donc de cette conférence pour dire aux femmes, prenez le temps de faire des bilans, prenez le temps de consulter un médecin et prenez le temps de vous soigner correctement. Moi qui suis femme leader, je me suis dopée au coca, au café pendant des années. Résultat, je suis sortie diabétique et je l'ai su très tard. Donc les femmes leaders, vous avez besoin de toutes vos capacités physiques et morales pour mener vos combats. Soignez-vous. Soyez-vous, et cela s'applaudit. Mesdames, je vais vous demander de vous lever. Nous avons malheureusement pas beaucoup de temps. Nous allons récupérer le micro. Aziz va le récupérer. Merci, mesdames, de nous avoir suivis avec attention. Et là, je m'adresse à toutes les femmes leaders.
Je vais emboîter le pas à Madame Catherine Samba-Panza pour dire à chaque femme, non pas que les femmes leaders, parce que la femme d'aujourd'hui est le leader de demain. Toutes ces femmes qui ont décidé de porter la cause noble de l'associatif ou de l'association, soyez des femmes et soyez des porte-étendards. Si vous êtes en bonne santé, les autres voudront faire comme vous. D'accord? Donc évitez de rester caché derrière « je ne peux pas le dire parce que les gens vont me regarder comme ça » ou « je ne peux pas le faire parce que certainement la société va m'indexer ». Soyez vous et assumez ce que vous êtes. Voilà l'essentiel de ce que nous pourrons retenir ce soir en espérant que nous vous avons servi. Merci beaucoup et bon retour chez vous. Merci à Laetitia Galibika, journaliste, reporter à la Belle TV. Elle a assuré avec brio la modération de ce 3e panel de la conférence nationale du leadership féminin. Merci à nos panélistes. Sur vos acclamations, s'il vous plaît, cher public. On va raccompagner nos panélistes, mais avant, ils vont poser pour la postérité. Je rappelle que sur ce panel, il était question de santé des femmes. Brisons le tabou. Encore des acclamations nourries pour nos intervenants. Sous le parrainage de son Excellence Madame Samba Panza, le comité Gabon Leadership organise le 15 juin à Arambo et le 16 au Méridien Rindama la 2e édition de la conférence nationale du leadership féminin sous le thème « Leadership féminin, outils de changement et développement de la société gabonaise ». 2 jours de concertation, de coaching, de talk et de plaidoyer pour partager des idées à fort potentiel. Le rendez-vous des femmes leaders du Gabon et d'Afrique, c'est 8 pays représentés, 24 intervenants, 3 sessions plénières, plus de 300 participants attendus et une cérémonie de gala. Profitez pleinement d'un large réseau actif et performant pour faire avancer la cause féminine au Gabon. Pour plus d'informations et inscriptions, contactez-nous au 06 35 07 99 06 03 38 34 ou sur Facebook et Twitter, conférence du leadership féminin-Gabon.